Oui, je Voilà. dois aller à la Maison Bleue. Ma voisine m'a demandé quel serait le thème de ma communication. Je lui ai répondu que moi, je ne donne jamais de thématique. Je produis des énoncés, enfin, je fais des propositions comme celle-là qui contiennent en fait tout ce que j'ai à dire. Mais généralement, enfin, pas généralement, depuis 40 ans, je m'occupe d'épistémologie. C'est-à-dire que parti pour comprendre qu'est-ce que disaient les spéculations des cultures africaines qu'on a appelées cosmogonie et que moi j'appelle charte du réel, j'ai fini par réaliser que la plupart d'entre elles, pour les saisir, devaient passer par un opérateur de traduction. Et que cet opérateur de traduction m'amenait vers les mathématiques, la physique, la chimie, l'astrophysique et éventuellement la mécanique quantique. Il se trouve aussi que depuis ce temps-là, je me suis investi, on va dire ça comme ça, hein, dans le champ de l'art au Cameroun, au point d'avoir écrit un essai dessus, qui est le premier et le seul, je crois, à ce jour, L'ivresse du papillon, et qui n'est pas écrit en mode Art Press ou Beaux-Arts Magazine, mais qui est une revue de ce pays-là à travers on va dire, le prisme de l'œuvre de chacun. Quelqu'un comme Hervé, par exemple, ça s'appelait, son chapitre s'appelait En attendant l'amour. Yumbi, ça s'appelait Ave Morituri, etc. Coco Komé, ça s'appelait L'ivresse du papillon, donc le titre de cet essai-là. Et quelques personnes qui l'ont lu, ou m'ont fait l'honneur de le lire, n'ont pas arrêté de dire que, une fois que tu as lu L'ivresse du papillon, tu as un aperçu à peu près correct du Cameroun. Et tout au long de ce livre, de cet essai, j'ai développé une écriture donc, qui se trouve à la croisée de toutes les bibliothèques, c'est-à-dire qu'aussi bien la philosophie, la sociologie, l'économie, que les sciences exactes. Mais j'ai aussi une conversation avec beaucoup d'amis qui sont soit des artistes ici en Europe, et en France en particulier, comme mon ami Philippe Mouillon à Grenoble, ou qui sont enseignants à la Haute École des Arts du Rhin, comme François Duconseil. Et avec les uns et les autres, on a fini par, en tout cas, arriver à cet état des lieux que dans les écoles d'art, on n'enseigne que de l'art. À croire que tout le réel autour d'eux n'existe pas. D'où cette idée, en prenant la parole aujourd'hui comme ça, de dire par un énoncé un peu sibyllin, nous habitons à 8 minutes de soleil, mais il n'est pas si sibyllin que ça, parce qu'il a à voir également avec la question des frontières. Et au premier degré, je dirais que si on se tient d'un point de vue astronomique, donc on déplace les échelles d'observation et de présence au monde. Si je regarde la Terre du point de vue du Soleil, les frontières sont juste une inanité, en lettres majuscules, elles n'ont absolument aucun sens. Pour la simple et bonne raison que cette lumière du Soleil qui nous parvient donc à 8 minutes d'ici, parce qu'on est à 140 millions de kilomètres du Soleil, cette lumière qui nous parvient, elle nous arrive à chacun au même moment, bien entendu, selon qu'on est dans l'hémisphère nord ou l'hémisphère sud. Ça, c'est une première chose. Mais au-delà de cette séparation du point de vue du jour ou de la nuit, il se trouve que entre nous et le Soleil, il y a un formidable écran foliaire, le monde végétal. Et de ce monde végétal-là, apparemment, jusqu'ici, la philosophie, les penseurs n'avaient pas tout à fait pris conscience de ce qu'il pouvait représenter, de ce qu'il était et surtout de ce qu'il produit, parce que c'est cet écran foliaire-là, végétal, Kochi appelle ça le phytocène, c'est très amusant. C'est lui qui produit l'air que nous respirons. Sans l'écran végétal-là, nous ne respirons pas. L'oxygène n'est pas un produit au premier, c'est un déchet, l'oxygène. Je suppose que vous le savez, ceux qui ont fait un petit peu de chimie. C'est un produit de dégradation. Comme quoi, notre corps, de toutes les façons, celui qu'on pense aujourd'hui, cet après-midi, comme le lieu d'une relation politique, il est nécessairement en relation avec les autres corps qui sont immergés. Et cette notion d'immersion est importante dans ce milieu, ou plutôt dans cette atmosphère dans laquelle nous baignons, qui nous entoure, et dont nous ne sommes jamais qu'une espèce de condensation à un moment donné. Donc nous sommes fatalement par la respiration en relation avec le reste des autres corps. D'ailleurs, ces jours-ci, la crise de l'anthropocène, qu'on appelle anthropocène, ou bien capitalocène, ou anglocène, etc., la discussion va son plein, on en appelle déjà à ce que les non-humains deviennent des sujets de droit. C'est-à-dire les oiseaux, les phoques,
Éventuellement, les coraux aussi seront des sujets de droit. C'est-à-dire que nous ne pouvons plus continuer de nous comporter sur la Terre comme si nous y étions les seuls habitants. Il y a déjà là, à cet endroit-là précisément, un point important à faire et à réaliser, et définitivement à être plus humble que jusqu'à présent l'anthropocentrisme ne l'a été. Ensuite, si j'élargis encore l'échelle, même au-delà du Soleil, depuis 1 siècle et 3 ans, un certain Albert Einstein, dyslexique, a produit une théorie de la relativité restreinte qui est devenue générale et qui établit qu'il n'y a pas de centre. Chacun d'entre nous, d'un point de vue cosmologique, est le centre de l'univers. Il n'y a pas de centre. C'est-à-dire que toute la théorie postcoloniale qui parle de décentrement, etc., ils m'agacent. Ils n'ont pas assez lu Einstein. Il n'y a pas de centre. Il suffit qu'on se place de ce point de vue-là pour comprendre que l'anthropocentrisme est juste, pareil, une inanité autant que les frontières. Moi, j'ai lu, il se trouve que depuis quelques années aussi, je pratique un philosophe qui s'appelle Michel Serres, qui est un monsieur qui travaille à la croisée de toutes les disciplines, qui a été jeté par l'université française, elle qui est si cloisonnée dans le monodisciplinaire, etc. Il a enseigné longtemps à Stanford. Il a écrit 4 ouvrages merveilleux, les premiers, les 4 Hermès, qui en fait sont quelque part aussi le fondement théorique de l'Internet dans lequel nous vivons aujourd'hui, mais ça aussi, très peu de gens le savent. Il a continué. Et je vais vous lire un de ses textes, partie d'un de ses textes, d'un de ses récents livres, enfin récent, qui date quand même de 2001, où déjà, avant tout le monde, il évoque ce qu'on appelle aujourd'hui l'Anthropocène. Dans une langue qui est absolument merveilleuse, et le temps que je prenne, voilà, il faut que je prenne mes lunettes, parce que je tombe juste dessus, dans une langue absolument merveilleuse, et qui montre que si nous sommes venus au monde, comme disent les Mwamba Gourma du Togo, pour nous exprimer, quel que soit le registre que nous utilisions, quel que soit le médium que nous utilisions, soit par la parole, soit par l'écriture, soit par la vidéo, soit par la sculpture, soit par les 2 dimensions que sont le tableau, ce qui compte, c'est d'arriver à produire une expression qui soit la plus improbable possible. Parce que c'est seulement si elle est improbable qu'elle acquiert le plus de signification. Et ça, c'est aussi la théorie physique de l'information qui l'explique de cette manière-là. Je vais vous lire Michel Serres, ce qu'il dit de l'omniscience, donc de ce qui nous arrive ces jours-ci sur la planète Terre depuis 6 millions d'années que nous sommes descendus des arbres. De même quand la luminescence ou l'incandescence croît ou décroît, par éclats et occultations, une lumière dont l'intensité se cache et se montre en frémissant de commencer, quoique prête sans cesse à s'éteindre. De même que l'adolescence ou la sénescence s'avance vers l'âge mûr ou la vieillesse franche en régressant toutes deux vers les involutions d'une enfance ou d'une vie qu'elles regrettent mais quitteront vite. De même que l'efflorescence ou l'effervescence désignent ainsi des processus marqués par cette désinence dite incoactive, adjectif qui désigne un début, ici de floraison, de bouillonnement ou d'émotion, de même qu'une plante arborescente prend peu à peu la forme ramifiée, le port ou l'apparence d'un arbre. De même, un processus de luminescence vient d'avoir lieu de notre propre fait, mais ne sait pas encore quel homme il va produire, magnifier ou assassiner. Mais l'avons-nous jamais su? Et il poursuit, ce stade d'hominisation, je le nomme donc hominescence, pour en marquer l'importance, et pourtant l'adoucir par rapport à d'autres grands moments décisifs, plus décisifs. Ce mot sonne comme une sorte de différentiel d'hominisation. En proposant ce terme d'hominescence, je tente d'appréhender les nouveautés qui nous assaillent aujourd'hui sous cette lumière immortelle. Notre monde et nous passons par une crise d'enfants multimillénaire. Nous souffrons les douleurs d'un enfantement sans équivalent dans ce que nous appelons histoire depuis peu. Nous accouchons peut-être d'une autre humanité. Rien ne peut solliciter notre souci plus que cet advenu. Je veux dire que il est temps que nous réalisions ce qui est effectivement en train de se passer. Il se trouve aussi que d'un point de vue de l'histoire de la connaissance, depuis M. René Descartes, Newton et tous les autres, etc., en passant par Copernic, l'odyssée occidentale du savoir s'est voulue et a été essentiellement extensive. Aujourd'hui, elle est en train de se retourner
pour devenir compréhensive. Comme on dit comprehensive en anglais. Il y a un autre terme qui parle de ça comme holistique, mais que j'aime beaucoup moins. Elle est en train de se retourner. Et il se trouve aussi que toutes ces cultures que on a négligées, les cultures des autres là, les tiers, pendant 500 ans de spoliation de la planète par la démence de l'Occident, la démence, c'est Peter Sloterdijk qui l'énonce comme ça, qui dit que sans un système de démence, ce qu'on a appelé la découverte n'aurait jamais eu lieu. Eh bien, toutes ces cultures-là sont des cultures qui étaient déjà compréhensives. Et s'agissant de relations, je vais vous lire aussi, dans une de ces chartes du réel, ce que les Mwamba gourmands du Togo disent. A priori, ce ne serait pas très important parce que c'est jamais que des petits peuples d'Afrique, n'est-ce pas? Mais voilà ce qu'ils disent de la notion de relation. Ils disent très précisément ceci. Nulle substance intelligible ne saurait être considérée comme la racine unique de toute chose, car puisque intelligible, elle est inévitablement limitée. Compréhension suppose délimitation. Limitée car elle est inséparable d'un terme contraire par opposition auquel elle se définit. Il situe, les gourmands et cette charte du réel, cette charte, situe le principe suprême dans une substance... Non, il ne situe pas plutôt le principe suprême dans une substance quelconque délimitable, mais dans la relation qui confronte deux substances et les grandit mutuellement, l'une par l'autre. Autrement dit, dans l'infinité d'un intervalle, dans la formidable harmonie ou étendue d'accueil de l'harmonie, qui par-delà des limites qui s'imposent à la raison, sonne ou amplifie à jamais l'accord total de l'univers. Autrement dit, et ces cultures-là, en l'occurrence celle-là, cette charte du réel, prend comme, on va dire, point nodal de son explicitation le soleil. Les Égyptiens l'avaient fait avant, mais moi je n'ai pas besoin des Égyptiens, ni des pyramides, ni des pharaons pour me sentir ce que je suis. Il y a aussi, je pourrais vous lire dans quelques instants ce que Emanuele Coccia, philosophe italien, dit de tout ça également. Mais le plus important, c'est de réaliser que nous devrions, en tout cas, en ce moment précis de l'histoire des hommes sur Terre, de notre saga sur Terre, réaliser qu'il est temps que nous changions d'échelle, que nous sortions d'une inscription au monde qui ne serait pas l'immersion dont parle Emanuele Coccia. Nous sommes des êtres immersifs. Nous sommes en immersion. Nous ne sommes pas situés. Nous sommes des êtres parmi. L'être au monde est un être parmi. Ce n'est même pas un être dans, à la manière de M. Martin Heidegger. C'est un être parmi tous les autres et en relation avec le reste du monde autour de nous, le monde minéral et le monde végétal. Le révérend Père Manra Debga, jésuite de grande renommée, formé donc au sacerdoce catholique et chrétien, donc à l'universalisme, parce que c'est le catholicisme qui a amené l'universalisme, contrairement à toutes les discussions qui ont lieu autour de ça, et qui très tranquillement évitent de revenir à cette question-là, parce qu'en Occident, on a oublié que tout commence avec la religion, quoi qu'ils en disent, il se trouve que c'est comme ça. Mais il a été également formé par, on va dire, une démarche personnelle à la sagesse de chez lui. Je parlais d'initialisation hier ou avant-hier, je ne sais plus quel jour c'était. Et bien, dans un petit livre qui s'appelle Sorcellerie, chimère dangereuse, il explique que les initiations consistent justement, s'agissant de relations et littéralement politiques, consistent à introduire les néophytes ou les impétrants, comme on les appelle, au reste du monde autour d'eux, au monde minéral et au monde végétal. Ce qui fait que les hommes et les femmes de ces temps-là avaient chacune, un double dans le monde minéral, dans le monde végétal et dans le monde animal. C'est ainsi seulement qu'ils accédaient, on va dire, à la plénitude de leur inscription au monde. Une inscription qui est une immersion et qui n'est pas d'être planté quelque part dans un supposé ou un pseudo-centre tel que l'Occident s'est conçu depuis
le logos des Grecs et du pépé Aristote et de sa dangereuse fable de la caverne. L'enjeu, c'est celui-là. C'est de réaliser qu'il est temps de tourner une page qui, en tout cas, nous a conduit aujourd'hui à cette situation de crise qu'on appelle l'anthropocène, quel que soit le nom qu'on lui donne, mais qui fait que on est entré dans un régime qu'on appelle la 6e extinction. Combien d'entre vous réalisent que si ça se trouve, dans 100 ans, il n'y aura plus de girafes? Le dernier rhinocéros blanc est mort, je crois, il y a 2 mois. Les amphibiens sont en péril. 30% de la population amphibienne est en péril parce que le milieu aquatique et le milieu terrestre sont lourdement pollués. Ici, les amphibiens s'effondrent. C'est toute la biosphère qui s'effondre. Je ne sais pas combien de gens là-dehors, ou où que ce soit, ont conscience de ça, pendant qu'on se gargarise avec le marché, avec les côtes formidables, avec les Bernard Arnault et les François Pinault, la Terre est en danger. Voilà le problème que j'ai avec tout ça, et avec le capitalisme. J'en ai assez d'un système fondé sur l'exploitation des autres, l'égoïsme, et qui, pendant qu'il n'y a pas d'école en Afrique et en Asie ou ailleurs, ou que les vieux ici sont maltraités dans les EDAP, il y a dans les paradis fiscaux 80 000 milliards de dollars. On fait quoi avec ça? Pourquoi on les laisse faire? Quelqu'un peut me dire pourquoi? On ne s'occupe pas de ça? On fait des gentils signes sur les murs, on fait des installations, on fait des vidéos. Il y a 80 000 millions de dollars qui sont l'exacte contrepartie de ce que Marx a appelé l'exploitation du travail. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Donc on n'a pas pu arriver, Aurélie n'a pas pu arriver, parce qu'il y a des gens qui ont inventé les nations à Westphalie, en je ne sais plus quelle année, là, il y a un petit moment en Europe. Ils ont amené ça en Afrique, soi-disant des communautés imaginées. Bénédicte Anderson, et ils violent l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme tous les jours, qui stipule pourtant que nous devons aller et venir. Mais si on ne se déplaçait pas, est-ce qu'on aurait colonisé toute la planète? Et ceux qui parlent même de post-colonial, est-ce qu'ils ont vu les États-Unis? Où sont les premiers occupants? Qui dit que la colonisation, le régime colonial est terminé? Qui dit ça? Les États-Unis sont un pays colonial. On n'en a pas fini avec cette affaire-là. Donc il n'y a pas de post-colonie qui tienne. Puisque les Indiens n'ont toujours pas leur pays. À leur grande dame. D'où l'intérêt pour moi de dire que nous habitons à 8 minutes du soleil. C'est-à-dire que nous habitons tous le même endroit. Il n'est aucune espèce de raison qui peut justifier que la volonté de puissance sur laquelle Nietzsche a écrit de si beaux textes découpe la planète en petits parcs dans lesquels on met des gens, on leur donne des nationalités, et puis après on dit que non, on ne peut plus se balader sur la Terre. Mais ça ressemble à quoi ça? C'est quoi ce truc? Moi je suis obligé de partir le 5 juin, alors que je suis attendu à Savy. Bonaventure vient de m'appeler là, en me disant il faut qu'on trouve une solution. J'ai un copain qui est juriste de haut niveau qui vient de m'appeler aussi, qui me dit écoute, envoie-moi tout ton dossier, on va s'occuper de ça. Ça veut dire quoi? Nous devons changer d'échelle. Nous devons apprendre à considérer que cette terre sur laquelle nous sommes en ce moment, dans cette pièce, elle est en train de tourner autour du soleil. Elle tourne autour du soleil. Et c'est parce qu'elle tourne autour du soleil, c'est parce qu'au cœur de la plante, il y a un centre énergétique qui s'appelle le chloroplaste, dans lequel la lumière du soleil est transformée en énergie chimique, que nous pouvons vivre, que nous avons un corps. Lequel corps est en relation avec tous les autres corps. C'est seulement à partir de ça qu'on peut parler de politique. Et si on veut vraiment parler de politique, il faut qu'on la prenne à la racine et qu'on cesse de considérer que ça vient de la Grèce. On en a assez de la Grèce. Toutes les sciences sont là pour nous donner les moyens de reformuler, de repenser et de rénover le politique. Mais sauf que les écoles d'art, comme d'autres systèmes, je veux dire que comme d'autres lieux, d'autres instances plutôt de connaissances et de production de discours, sont enfermées dans une navrante autoréférentialité. Et je n'ai pas attendu d'arriver à Paris pour le découvrir. De chez moi, là-bas, à 6000 km, chaque fois que je lis des textes, je lis des articles, c'est juste ce mot qui me vient à la tête, autoréférentialité.
il faut qu'on en sorte. Voilà. Merci, Lionel. Une première question pour commencer, puisque tu nous parles, je crois, à juste titre, de renverser les repères ou les référentiels habituels. Tu parles du soleil. L'opposition entre le soleil et la lune est toujours extrêmement connotée entre le jour et la nuit. Quelle place fais-tu à la lune? Emmanuel Kocha dit justement qu'il est temps de sortir de ce référentiel lunaire et qu'il faudrait que je retrouve la page exacte, mais c'est magnifique et ta question tombe juste à point. Mais il parle de ça quelque part ici. J'espère pouvoir le retrouver. Mais il le dit bien. Ça ne lui a pas échappé. Et j'ai trouvé ça absolument génial. Je trouve ça absolument génial. Faut-il encore que je le retrouve, hein? Oui, on peut prendre une autre question. Faut-il encore que je le retrouve? Mais il faudrait que je vous dise les mots de Kocha lui-même parce que ce serait le mieux de trouver les mots de Kocha. C'est un petit livre qui s'appelle La vie des plantes, que je vous recommande tous. Bon, entretiens le public là pendant que je cherche cette page. Quelqu'un veut prendre la parole? Badr, oui, là-bas. Merci. Une autre question pendant que je cherche ça, à laquelle je pourrais répondre sans chercher quelque chose. Pardon. Oui, Lionel, bonjour. En fait, j'aimerais bien revenir sur la question des frontières dont tu parles. Et je pense notamment, parce que tu as cité l'exemple de Aurélie et Jean-David Cotte. Et la frontière dont tu parles, elle est terrestre, bien sûr. Et au moment où tu parles, où tu fais ton discours, cette frontière, elle est au travail. Elle fait expulser, elle fait... voilà, elle est là. Elle est active. Et donc, par rapport à ce que tu dis et à ta façon, comment tu le dis, qu'est-ce que tu proposes par rapport à ça, en tant qu'écrivain? Antoine, ce que je propose, c'est d'abord qu'on prenne très au sérieux l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme. Mais très au sérieux, quoi. J'ai posé la question à un juriste il y a quelques années déjà, en lui disant, mais il me semble qu'on a affaire à... Voilà, on va dire un dol, pour parler la langue du droit. Il me dit, mais Lionel, arrête de délirer, arrête de rêver. C'est un lieu de non-droit. Je dis, quoi? Il me dit, c'est un lieu de non-droit. Que les États sont souverains quant à ce qui est la circulation qui entre, qui sort de leur pays. Je dis, mais c'est pas possible. Il me dit, c'est pas possible, mais il se trouve que c'est ça. Donc, il faut dire que nous devons monter une coalition sur l'article 13. Mais une vraie, quoi. Une vraie de vraie. Il ne s'agit pas que Aurélie fasse un travail contre, enfin, pas seulement, qu'elle fasse un travail contre ce qui lui est arrivé, ni moi d'écrire dans quelques jours pour Dieudonné Nianguna un monologue d'1 heure sur la question des frontières et du déplacement. Et il s'agit qu'une conspiration sur cette question, au sens de respirer ensemble, se mette en place. Mais pour de vrai. Je ne supporte plus, en tout cas de moins en moins, de m'aligner devant les consulats pour attendre un visa. Ça n'a aucun sens. Quand il y a 200 000 ans, ils sont partis d'ici, ils sont juste partis. Ils n'avaient même pas de GPS. Ils sont partis par la curiosité. Un jour, en bas d'un continent qui ne s'appelait pas encore l'Afrique. Ils sont partis pour aller voir ailleurs ce qui s'y passait. Juste mus par la curiosité, qui est notre propre, je veux dire. Parce que la curiosité, c'est l'ouverture. C'est elle qui nous a toujours menés, guidés, conduits à prendre des risques. La curiosité. Par rapport aux articles de droits de l'homme, il y a très longtemps, en fait, Deleuze disait c'est l'intelligence zéro. C'est-à-dire, on n'a jamais vraiment respecté les articles des droits de l'homme, en fait. On le voit aujourd'hui par rapport à ce qui se passe. Hein. Tout à fait. L'exemple, aujourd'hui, c'est la Syrie, par exemple. Tout le monde regarde ce massacre et personne, les droits de l'homme ne sont pas appliqués, bien sûr. Et par rapport à l'article 13, je veux dire, beaucoup d'artistes ont travaillé là-dessus. Par exemple,
voilà, c'est une manière ou une autre, mais ouais, je ne sais pas, c'est vraiment, ça peut marcher. Ouais, je ne sais pas. Peut-être que, je n'en doute pas que beaucoup d'artistes aient travaillé là-dessus, Badr, mais je dis qu'en ce moment, la question est tellement poignante. On vient de voir les craquer en face de nous. Jean-Daniel a fait tout ce qu'il pouvait pour ne pas craquer l'autre jour. Mais moi, j'ai 2 engagements sur le territoire européen qui sont tout à fait légaux. Et je m'entends dire que si je ne rentre pas à la date prescrite, je mets en péril, écoutez bien, hein, je mets en péril la circulation des artistes camerounais. Nom d'un chien. Est-ce que ce n'est pas un chantage, ça? Est-ce que ce n'est pas une épée de Damoclès qu'on suspend au-dessus de ma tête? Qu'est-ce que c'est que ça? Et je ne parle même pas de tous les migrants qui frappent à la porte d'ici et qu'on tient dehors. Au mois de janvier, le thermomètre est descendu à -7. Ils étaient dehors. On parle de quoi? Il paraît que la préfecture de police, sur ordre de l'autre de la comment il s'appelle, Gérard Collomb, va dégager tous les camps sauvages de Stalingrad et de la Chapelle. Parce que la Hidalgo, elle ne savait plus trop quoi faire. Elle leur a refilé le bébé. On parle de quoi? Mais on parle de quoi? On parle d'une partie du monde qui, pendant 500 ans, a spolié le reste de la planète et qui, aujourd'hui, refuse de partager un petit peu de ses richesses. Le Clésio a écrit un magnifique bouquin, Le rêve mexicain. Il faut tous le lire. Et il dit à la fin du rêve mexicain que serait le monde devenu si nous n'avions pas, c'est moi qui dis ça comme ça, hein, bousillé cette civilisation. Oui. Voici une culture, les Aztèques, les Incas, qui pensaient à partir du soleil. C'est vrai, il y avait aussi les sacrifices humains. Ça, dessus, on peut mettre un bémol. Mais bon, c'était des civilisations grandioses. Mais grandioses de chez grandioses. Les Égyptiens que les afrocentristes portent tous en bandoulière, là où en sautoir, comme la Légion d'honneur, je veux dire. C'était quoi? Ra-Héré, c'est qui? C'est quoi? C'est le soleil. C'est un point de vue astronomique. Je suggère seulement qu'on dépasse même ça, qu'on regarde le monde depuis le Big Bang, c'est-à-dire depuis 14 milliards d'années-lumière. Pour qu'on devienne un petit peu plus modeste, qu'on cesse de se prendre la tête. La vie ne consiste pas à acheter une paire de Weston. Non, non, je suis désolé. Il se trouve que chez moi en Afrique, les kleptocraties qui existent sur le continent africain sont occupées à acheter des Weston, à acheter des Mercedes, voilà. À être dans une inscription complètement matérialiste et futile au monde. Mais futile de chez futile, quoi. Parce qu'en gros, c'est à ça que je m'attaque, moi. La futilité. Moi, je ne suis pas d'accord, parce que je pense que dans ta ville de Douala, par exemple, il y a des gens qui se battent, qui travaillent à quelque chose d'autre. Mais on n'en doute pas, je n'en doute pas. Oui, mais tu es complètement... Je me demande toujours si tu es... Je m'adresse à qui je m'adresse? Oui, non, mais est-ce que tu n'as plus du tout de désir? Pourquoi? Ou est-ce que tu es... parce que je trouve que c'est... Comment dire? Comme si aussi toi, qui as la chance inouïe de passer toujours entre finalement la France et le Cameroun. Pas tant que ça. Mais souvent par rapport à d'autres. C'est très relatif tout ça. Est-ce que tu ne penses pas que tu peux créer à Douala des pôles critiques aussi très forts, c'est-à-dire tu peux les Sylvie, on travaille tous à partir de rien, quoi. Pendant 4 ans, j'ai animé à Yaoundé une émission sur l'environnement, ça s'appelait Chlorophylle, gratuitement, 3 fois par semaine. Ça a duré 4 ans, au lendemain du sommet de Rio. 4 ans, gratuitement. OK? Pendant 4 ans, j'ai animé à Yaoundé un espace African Logic. C'est moi qui ai organisé au Cameroun le premier concert de rap et de hip-hop. African Logic a été le berceau des cultures urbaines. C'est pas parce qu'ils ont la mémoire courte et qu'ils ne me rappellent jamais. Mais c'est ça qui est magnifique. Mais je l'ai fait donc. Et ça fait 40 ans que je vis et que je me pose moi-même comme un poème de la dissidence. Cette existence que je mène dans mon pays est un poème de la dissidence. Chez moi, je vis à Bonabéry, tu as quelques jeunes qui arrivent même de cette école des beaux-arts,
qui viennent me trouver ou d'ailleurs avec qui je parle. Mais J'exerce cette fonction-là. Oui, mais dis-moi, Je l'exerce. Ça, c'est heureux. Je l'exerce, mais je l'exerce. C'est parce que je n'en fais pas grand cas, je l'exerce. Je suis pas avide de publicité. Mais attends, c'est pas ça que je te dis. Mais ça te rend heureux? Mais c'est parce que est-ce que je suis malheureux? J'ai l'air malheureux? Oui. Pourquoi? Parce que je dis que la vie ne consiste pas à porter des westerns, je ne suis pas malheureux. Attends, si j'étais malheureux, je n'aurais pas la gueule que j'ai à 63 ans, Sylvie. C'est bien alors. Je suis rassurée. Attends, on parle de quoi là? On parle de lutte et de désir. Moi, je ne fais que ça. Et de travail surtout. Je ne fais que ça. Oui, je crois qu'on essaye tous Je ne fais que ça. de faire des passerelles. En ce moment, il y a un jeune homme à Douala et Lundu qui tente d'inventer un espace qu'on a nommé le Somewhere, au bord du Vouri, les anciens abattoirs de Bonabéry, où j'ai été avant de quitter Douala pour arriver ici. On a commencé à imaginer qu'est-ce que ça allait devenir. Et pendant que j'étais ici, j'y ai travaillé. En ce moment, je travaille ce qu'on appelle un atlas des tiers. C'est-à-dire toute la part manquante de l'histoire, un objet numérique interactif et ouvert qui va pouvoir exister si je trouve quelqu'un qui est prêt à m'accompagner. J'ai déjà un complice dessus, dont je tairai le nom, mais je travaille un atlas des tiers. Et le tiers, c'est une notion qui vient de l'œuvre de Michel Serres. Moi, je voulais juste te dire que ça me fait plaisir d'entendre ça, parce que c'est vrai que là, on se retrouve dans une position où vous nous sortez plein de choses avec lesquelles on est d'accord, parce que je pense qu'on a tous cette frustration, de cette espèce d'impuissance et de cette injustice, et que c'est bien de nous guider aussi par les choses que vous faites, en fait, qui sont concrètes, et que c'est vrai que ça commence un peu par là. Et en tout cas, moi, en tant qu'étudiante, ça me soulage, enfin, voilà, d'entendre, par exemple, voilà, ce projet, on est là, c'est pas dans un esprit de se vanter, mais c'est juste un peu plus aussi constructif, je pense, en tout cas pour moi, ça, voilà, de se dire oui, c'est déjà aussi dans ces choses-là, dans ces émissions que vous animez et tout, et après, on est totalement d'accord sur le fait que oui, il faudrait une espèce de coalition comme ça. Oui, mais une chose est qu'on soit d'accord sur ces consensus-là. Ils sont là, hein, ces consensus. Pour dire encore ça différemment, je veux dire que le travail que j'ai, c'est que moi j'ai deux grands gamins qui ont 29 et 26 ans, qui sont pour moi ma vraie construction. Parce que c'est au moins autant des rebelles que moi. Donc, c'est pour ça que je dis que de ça, je n'ai pas besoin de faire de la publicité, tu vois. À côté de ça, simplement, il y a des enjeux. Moi, je suis de la génération de Tolbiac, première génération de Tolbiac. On a mis Giscard d'Estaing, on l'a pas mis, on lui a foutu un vrai souk en 76 ici, avec la même histoire que Today, c'est-à-dire la sélection. Ok? Donc, la partie positive, on va dire ça comme ça, je déteste ce mot, c'est changeons d'épistémologie, changeons de référentiel. Moi, c'est ce que je vous dis à vous. Changez de référentiel. C'est ça le côté, on va dire, de quelque chose, une proposition qui ferait avancer quoi, le débat, mais on débat trop sans qu'on agisse. Le problème, c'est qu'il y a 80 000 milliards de dollars dans les paradis fiscaux qu'il faut qu'on rapatrie. L'économie en a besoin. Pourquoi on les laisse conserver ça là-bas? Pourquoi on les laisse aller chercher ça pour acheter des œuvres, des tableaux à 3 millions de dollars? Pourquoi? Au nom de quoi? Quelqu'un peut me dire? Je te propose, Lionel, de prendre une dernière question de Gastino pour Oui, clore ce moment. Oui, merci. Je voulais juste dire, est-ce que quelque part, ce n'est pas aussi de votre responsabilité autant qu'intellectuel? Parce que quelque part, on trouve quand même des élites africaines très complices et puis très corrompues face à toutes ces questions. Parce que c'est bien aujourd'hui de faire quand même, de prendre une prise de position, une plaidoirie, je ne sais pas quoi, ce qu'il faut dire. Est-ce que vous n'êtes pas aussi quand même quelque part complice de ces faits-là? Complice de quoi? Un peu du système. Latino, voici les Hervé. Voici les deux Hervé qui sont là. Ils savent exactement ce que je suis dans un pays qu'on appelle le Cameroun. J'ai écrit un petit livre qui s'appelle L'ivresse du papillon. Le jour où tu le liras, tu verras ce que c'est. Ok? J'ai publié pendant je ne sais pas combien d'années dans tous les journaux au Cameroun. Tous les gens qui ont lu mes textes savent exactement à quel endroit je me trouve. En 40 ans, je n'ai pas travaillé 3 ans. J'ai tout refusé. Tu veux que je te dise quoi encore? Tu veux que je te dise quoi encore? Et puis c'est qui l'intellectuel et qui ne l'est pas? Ma grand-tante qui est morte sans enfant à 80 ans, qui était une voyante, avec qui j'avais des conversations, mais absolument délirantes. Plus délirantes qu'avec quelques petits universitaires diplômés. Tu vois, je veux dire, c'était pas une intellectuelle? On parle de quoi?
Parce qu'on est enfermé dans un registre ou dans un référentiel, justement, d'une langue que bien souvent, voilà, on l'utilise à tire-larigot, si j'ose dire. Mais, non. Moi, je suis tout sauf un collaborateur. Et j'utilise le mot collaborateur dans le cadre terminologique de la Seconde Guerre mondiale. En revanche, dans l'autre sens, je peux me permettre de considérer que tous ceux qui se laissent acheter des œuvres à tous ces prix-là sont les collaborateurs du capitalisme. Dans le même cas terminologique. Parce qu'il y a 80 000 milliards de dollars à rapatrier dans l'économie réelle. On est tous le collaborateur C'est de quelqu'un, alors, dans ce cas-là. Ça peut, c'est Par possible. exemple, quand tu achètes un livre chez un éditeur qui, par ailleurs, fait partie d'un grand groupe, dans ce cas, tu es aussi le collaborateur. Quelque part de aussi, tu quelqu'un. comprends. Sauf que je me demande de plus en plus, Et peut-être- qu'est-ce que nous faisons des livres que nous achetons? Nous les lisons. De quelle matière on tire de là ou pas? Je me pose vraiment la question. Quelle matière on tire de là? Moi, j'essaie de donner à tous ces livres que je lis et que j'achète une tournure. C'est ce que depuis 40 ans, c'est ce que je fais dans mon pays. Je n'ai fait que ça depuis 40 ans dans mon pays. Donner à tout ce que je lis comment dirais-je, une tournure saisissable. Un jour que je suis au Centre culturel français à Yaoundé, j'ai vu arriver une bande de garçons et de filles. Je pense qu'on est au seuil du 21e siècle, qui sont venus me dire, Monsieur Manga, on a vu que vous étiez en conférence ici. On voulait juste vous dire qu'en ayant écouté Chlorophylle 3 fois par semaine pendant 4 ans, et j'ai précisé, Gatineau, que je n'ai pas touché un radis pour ça. Donc si tu estimes qu'un type qui travaille sans être payé est un collaborateur, moi j'ai un problème avec les mots. Donc ils sont venus me dire que grâce à vous, on a choisi des voies, on a compris quelque chose de l'état du monde. Non, mais si je le dis, parce que chez nous, la situation a changé quand l'écrivain Emmanuel Dangala, c'est sûr que vous connaissez, quand il a fait une plaidoirie là-dessus, suite à des réceptions pour la réception des visas, c'était dans les années 97, il a dit « Je ne peux pas être reçu en cet état-là dehors comme si j'étais en mouton ». Et les choses ont changé. Depuis un certain moment, quand tu veux l'accueillir des gens, ils les accueillent à l'intérieur. Est-ce que vous avez commencé, vous, à monter une pétition chez vous, encore ici, avec les intellectuels, les artistes? Excusez-moi, s'il vous plaît. Oui, pour que aussi les choses puissent changer, parce que quelque part, c'est aussi d'une complicité de nos États, parce qu'ils sont dans un silence complice. Si et que vous, de votre côté, vous désengagez de cet État-là, prenez quand même conscience de ça et puis de la responsabilité à monter des pétitions. Moi, je vais être le premier à le monter et à le signer. Pourquoi pas aller commencer, écrivez comment on dit, aux affaires étrangères ou au Quai d'Orsay ou je ne sais pas où, et puis les choses pourront changer. Peut-être, je ne sais pas. Il y a quelques années, j'ai pondu un petit texte au lendemain d'une visite dans un consulat. Je ne sais plus quel était le titre de ce texte-là. Il a circulé, hein. Il a vraiment circulé. Un texte assez consistant dans lequel je disais, mais enfin, qu'est-ce que c'est que tout ça? Ah non, je n'ai pas arrêté de me manifester sur ce terrain-là. Je n'ai jamais arrêté. Maintenant, aller faire circuler des pétitions, je sais, moi j'en signe, de temps en temps il m'en arrive de Attaque ou tous les autres, ou bien de Amnesty, je les signe. Mais je ne sais pas si la pétition servira, mais je dis que quelque part, Badr a raison de dire qu'il y a des gens qui l'ont fait. Ce que je dis, c'est comment est-ce que la communauté artistique mondiale, et pas simplement l'école des beaux-arts de Cergy, est capable de faire en sorte que les États cessent de piétiner l'article 13. C'est tout, hein? C'est tout. Conspirer, c'est d'abord respirer ensemble. Sonia Laboutansi disait que la mention homme se mérite. Essayons de mériter la mention homme. Essayons voir. Ou la mention femme. Oui. C'est homme au sens général. Bah, Voilà. ça peut être femme au sens général. Non, Aussi, c'est pas oui. au sens général. Je te propose, Lionel, Alors, il y a un mot qui s'appelle altriciel. Ok, méritons la mention altricielle.